Bonjour à tous. Alors voilà, on s'était arrêté ici en physiologie au liquide céphalorachidien et donc on avait indiqué que le liquide céphalorachidien était fabriqué au niveau des plexus choroïdes, hein, qui se trouvent au niveau des différents ventricules et que justement ces plexus choroïdes, et donc on les voit ici, ils sont dessinés en rouge, hein, ici en dessous, là au-dessus et ici. Et au niveau de ces ventricules, eh ben, ils vont donc fabriquer ce liquide qui va aller s'écouler tout autour ici du cerveau, hein, et on a vu en anatomie tout ce qui était les différents types de méninges et où se situait le liquide céphalorachidien. Alors, ici, il va donc s'écouler au niveau du canal de l'épendym, hein, ou canal épendymaire, ça dépend, et donc ici, le canal de l'épendym, c'est bien le canal qui est au centre de la moelle épinière. Hein. Dans les schémas précédents, si vous vous souvenez, on a vu une coupe, et donc c'est ici le canal qui est central et qui traverse la matière grise. Alors, pour l'examen, il y en a à qui j'ai donné donc le groupe A qui, le groupe B, c'est ceux à qui je donne cours. Hein. Donc, je vous ai donné un exercice à faire. Pour les réponses que j'ai eues, elles sont pas toutes correctes. Donc la plupart d'entre vous, vous m'avez donné les voies en disant, bah, tiens, on va avoir un nerf sensitif et donc on va avoir un stimulus, ça va passer par le nerf sensitif, ça arrive au niveau de la moelle, hop, ça monte au niveau du cerveau. On n'est plus à ce niveau d'information. Ça, c'est du niveau de secondaire. Hein. Donc moi, ce que je vous demande ici, c'est de me dire, bah, est-ce que c'est du tact grossier ou du tact fin? Selon s'il s'agit du tact grossier ou du tact fin, bah, par quelle zone ici, eh bien, ça va passer, hein, pour ce qui est voie ascendante, hein, par quelle zone bleue ici ça va passer, et ensuite la réponse par quelle zone rouge elle redescend. Ok, donc je veux savoir quel est le trajet, le nerf il rentre à quel niveau au niveau de la moelle épinière, et il va s'insérer où dans la matière grise, où se situe la synapse. Si on est ici, on avait vu que si on est dans du moteur c'est ici, si c'est du sensitif c'est ici, mais on a vu si c'est les viscères déjà, hein, si c'est l'extéroceptif, on a vu si c'est le proprioceptif, ok. Donc tout ça, il va falloir être plus précis, me dire où est-ce que ça s'arrête dans la matière grise et par quelle voie ça va remonter, par exemple, donc par ici ou bien par ici, ok. Golay-Burdach, Flexi et Gowers. Donc vous devez, spinothalamique, vous devez être capable de me dire par quelle voie ça remonte et ensuite par quelle voie ça redescend, ok. Donc ça c'est vraiment important. On a vu les deux voies pyramidales donc, qui étaient du volontaire et extra-pyramidal. On avait vu que ben, là on n'était pas dans, donc ça sera probablement du pyramidal. Ok, on avait croisé ou direct, et donc il y a deux possibilités. Ça marche maintenant. Les voies ascendantes, surtout, c'est ici c'est ce qui est important. Et donc vous devez détecter si est-ce que je suis en train de vous parler d'un tact grossier, d'un tact fin, et en fonction de ça, vous devez me dire ce que c'est. Ok, ou si c'est de la proprioception, hein, je mets mes bras comme ça, hein, à l'horizontale, et je ferme les yeux, et je sais que mes bras sont à l'horizontale. Ça, c'est de la proprioception. Ok. Eh bien, à ce moment-là, c'est des voies de la proprioception. Ça marche. Donc, ça, vous devez connaître. Nerf rachidien, ouais, on en a parlé. Et donc ici, le plexus choroïde qui fabrique le liquide céphalorachidien, donc on le revoit ici, hein, un autre angle de vue. Je vous conseille largement d'aller regarder ces deux vidéos, okay, qui vont aussi expliquer justement le liquide céphalorachidien et qui permettent aussi d'expliquer justement ici, hein, vous voyez, la ponction lombaire, c'est ce que je vous avais expliqué en classe, la ponction lombaire qui a lieu évidemment en dessous de la deuxième lombaire puisque la moelle s'arrête au niveau de la deuxième lombaire. Ok, donc la moelle s'arrête au niveau de la deuxième lombaire et en dessous, eh bien, on n'a plus que cette cavité, hein, avec le liquide céphalorachidien. Ça va et donc, avec ici le phylum terminal qui va aller s'accrocher jusqu'au coccyx. Ici, donc qui maintient tout en place. C'est comme si on tirait sur une corde pour le maintenir en place. Mais par contre, pour éviter qu'elle remonte, mais par contre, et surtout qui va l'étirer tout au long de la croissance. Par contre, donc ça s'arrête ici, et c'est bien là qu'on va faire une ponction lombaire pour aller donc détecter par exemple des micro-organismes dans le liquide céphalorachidien. C'est le cas, par exemple, quand on pense à une méningite. Hein, lorsqu'on a peur d'une méningite et donc d'une infection au niveau des méninges, eh bien on voit ici s'il y a des globules blancs ou des signes infectieux. Ok. Et donc ici on voit bien les différentes couches, hein, avec ici la moelle, l'apimère, l'espace subarachnoïdien et l'arachnoïde, et ensuite la dure mère. Ok. Ici, vous voyez qu'il y a un plexus veineux vertébral interne, donc on va avoir une irrigation,
Ici, on voit le ganglion spinal. Hein. Et donc à nouveau, le ganglion, hein, il se situe à quel niveau? C'est au niveau du sensitif. Hein. C'est l'entrée des nerfs sensitifs. Hein. Et il est ici. Ok? Donc c'est bien la racine postérieure. Et donc ici, c'est bien la racine postérieure qui est censée être celle qui contient le ganglion. Ok? Et là, on voit les vertèbres en réalité. Hein. Donc ça, ce sont les différentes vertèbres. Sachant que ici, ben, le dessin porte à confusion parce que le ganglion, il est du côté postérieur, mais c'est pas très bien. Donc ici, voilà, rameau postérieur qui arrive ici. Ok? Et le rameau antérieur. Ok? Et donc ici, oui, on a bien cette partie ici, hein, qui sont donc les vertèbres qui sont du côté ici antérieur et postérieur. C'est bien ça que vous sentez. Hein. C'est les petits cônes qui sont ici que vous sentez à l'arrière ici de votre dos. Ok, donc ça c'est ce qui est vers vos viscères et ça c'est ce qui est vers votre dos. Donc regardez ces deux vidéos encore sur le liquide céphalorachidien. Ensuite, hop, vous bougez. On va parler de la moelle. Alors ici on est au niveau de la page 117 de votre syllabus, du deuxième syllabus, avec la fonction de la moelle et des nerfs rachidiens. Ok. Donc au départ on vous donne premièrement, ben, sa fonction principale qui est la fonction conductrice. Hein, la moelle, elle va conduire l'information, on est d'accord. C'est elle qui va transmettre l'information depuis les nerfs rachidiens vers le système nerveux central. Ok. Et donc, elle va avoir ce rôle de conduction pour tout ce qui est voie motrice et les voies sensitives. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre qu'au niveau de la moelle, donc c'est bien une fonction conductrice, elle conduit l'influx nerveux de deux manières. Premièrement, par l'arrivée de l'influx nerveux à un endroit au niveau de la moelle grise, par exemple, si on est dans de l'ascendant. Donc ça va rentrer au niveau de la moelle grise, le neurone. Il va y avoir un synapse. Okay, donc ça veut dire qu'il va y avoir un changement de neurone au niveau à l'intérieur de ma moelle grise. Okay, et ensuite, ça remonte par la moelle blanche. Okay, donc la fonction conductrice, elle est aussi bien dans le relais au niveau de la moelle grise que la montée d'informations. On avait vu que le relais, il se fait donc l'entrée au niveau postérieur. Okay, donc on a bien au niveau postérieur les trois zones sensitives qu'on a vues récemment, en disant ben voilà, ça va s'arrêter à cet endroit-là ou plus en profondeur ou encore plus en profondeur, plus en fait on va vers les viscères, plus elles sont protégées, plus elles sont au centre de la moelle. Donc la sensibilité externe, ok, proprioception, et on avait vu que si on allait plus vers le centre de la moelle, on était au niveau de la sensibilité des viscères. Et ensuite, l'information remonte par une des voies, selon le type d'information dont il s'agit, par les voies ascendantes qu'on a vues, en bleu sur le schéma précédent. Hein, vous vous souvenez, Golay-Burdash, Flechsig-Gowers et spinothalamique. Ok. Donc, ici, donc ça c'est les voies conductrices, que quelque part cette voie conductrice on l'a vue en long en large. Alors, à la page 18, hein, donc à la page 17, il y a la description. Donc, je vous conseille, vous devez lire le syllabus. Hein. Donc, vous avez bien fonction de la moelle, page 117, avec donc l'introduction hein, qui assure la communication nerveuse entre les centres corticaux d'une part, les muscles, les surfaces sensitives, tout ça, ce que j'ai expliqué de manière un peu plus succincte, mais je vous laisse lire. Ok. Sa fonction conductrice et fonction de centre nerveux. Donc, elle a deux fonctions différentes. Ici, on a parlé de la fonction conductrice. Ok. Et donc, à la page 118, on vous parle du rôle conducteur. Moi, je vous conseille largement de lire la sensibilité, les deux exemples qui sont donnés, avec la sensibilité consciente, hein, donc qui concerne les sensations dont nous prenons pleinement conscience, organes sensoriels, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, la peau. Okay, et on vous fait un schéma avec l'influx nerveux qui prend naissance au niveau de la peau, et puis après, hop, tout le chemin jusqu'à au centre... au système nerveux central. Ok. Cortex, l'influx aboutit à la périphérie du cerveau, au cortex. Ok, donc lisez cette page 118, elle est importante. Ça c'est une première chose, puisque c'est une question qui revient à chaque fois. Hein, celle que je vous ai posée en oral, je vous ai dit, pour le moment, personne ne l'a réussi. Hein. Elle n'est pas complète chez chacun de vous, ça manque d'informations. Hein. Vous devez vraiment aller plus dans la précision. C'est un cours de physiologie, hein, c'est pas un cours de secondaire, quoi.
Et donc ensuite, on vous donne donc A, la sensibilité consciente, et B, la motricité. Donc ça, c'est le rôle de conduction dans l'autre sens, du système nerveux central vers les muscles, ok, ou les glandes. En l'occurrence, ici, c'est vers un muscle. Ok. Donc c'est expliqué à nouveau avec le schéma à la page 119. Et donc dans ces deux pages, que ce soit la 118 ou 119, ici, il vous donne les relais nerveux, ok. Vous devez ajouter les différentes voies qu'on vient de voir. Hein. Ça va? Donc moi, à l'examen, je veux ça, plus les différentes voies. Et pour les voies motrices, bon, la retour moteur, ça c'est plus simple, puisqu'il suffit de dire que c'est les voies pyramidales, qu'elles soient directes ou croisées, ça quelque part, vous ne pouvez pas le deviner directement. Ok? Donc, autre fonction, c'est sa fonction de centre nerveux. Et donc, l'idée, c'est que la moelle, dans certains cas, eh bien, elle va directement prendre une décision. Ok, c'est ce qu'on va appeler le réflexe médulaire. Donc ça veut dire qu'on va avoir une réponse qui ne vient pas d'une information qui serait montée jusqu'au cerveau, qui a été analysée, pour lequel on donne une réponse particulière, comme on l'a vu en anatomie, hein, on avait vu avec les différentes zones, ok, avec l'aire prémotrice, motrice, vous vous souvenez, hein, on avait l'aire sensitive avec l'information qui arrivait, ok, puis l'aire prémotrice, puis l'aire motrice, qui prenait la décision, eh bien, enfin, qui donnait l'ordre de contracter un muscle, par exemple, eh bien, ces différentes, donc ça vous devez bien connaître, hein, les différentes aires du cerveau, eh bien, tout simplement, ici, dans certains cas, on va avoir le réflexe médulaire, ok. Et donc, la voie empruntée par l'influx nerveux, du coup, elle est différente, c'est ce qui est décrit à votre page 119, hein, puisqu'on va avoir un récepteur, un neurone afférent, ok, une synapse, et directement un neurone effecteur, un neurone efférent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est tout simplement qu'une décision est prise immédiatement. Et c'est ce qu'on voit par exemple quand on se pique sur une aiguille. Hein. Si on se pique sur une aiguille, eh bien à ce moment-là, on a un arc réflexe qui se forme, c'est-à-dire que la décision, quelque part, la réponse, elle est donnée directement au niveau de la moelle. L'information ne va pas monter jusqu'au cerveau, ok? Elle ne monte pas jusqu'au cerveau, elle va directement donner une réponse. Et donc, ça va concerner deux éléments particuliers. L'extéroceptif, c'est ce que je viens de donner comme exemple, hein, quand on se pique sur une aiguille, et le proprioceptif. Le proprioceptif, c'est le réflexe quand, par exemple, vous chutez. Ok? Si vous vous penchez de plus en plus, si à un moment, eh bien, vous allez chuter, vous allez avoir le réflexe directement de vous rattraper. C'est la même chose si vous trébuchez sur une bordure ou quelque chose comme ça, vous avez directement un réflexe. C'est pas votre cerveau qui donne l'ordre à votre autre jambe de se contracter et de passer la marche, par exemple, c'est quelque chose qui va se faire au niveau directement de la moelle. Donc ça, c'est un arc réflexe. Donc, elle a deux rôles. Premièrement, la conduction vers le système nerveux central pour une prise de décision plus complexe, ou bien un relais avec une prise de décision immédiate. Ok, donc ça, c'est principalement ce que je veux que vous reteniez de cette partie-ci. Alors, si on continue... dans votre cours, il y a tout ce qui est altération de la moelle. Alors cette année, vous n'allez pas faire l'altération de la moelle, donc la page 120, je ne vous demande pas de la connaître. Hein. L'idée, c'est juste qu'il faut que vous puissiez comprendre, vous pouvez lire pour information, parce que je pourrais avoir une question là-dessus, mais la question serait plus de question de est-ce que vous avez bien compris la matière? C'est-à-dire, à votre avis, si maintenant la moelle est endommagée, ok, une section de la moelle, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, comme elle a un rôle de conduction, le message est bloqué. C'est ce qu'on avait vu en disant, si on a un coup du lapin, toutes les informations, donc tétraplégique. Si on a une blessure plus bas dans la colonne vertébrale, c'est toutes les informations du bas qui n'arrivent plus, et les informations du cerveau n'arrivent plus jusque-là, et donc on est paraplégique. Ok, donc tétra ou paraplégique. L'hémiplégique, on en avait parlé, ça c'est ce qui peut être lié à un problème au niveau de l'encéphale. On a vu que c'est souvent croisé les informations, et donc si effectivement un hémisphère est abîmé, c'est le côté du corps qui va poser problème. Si c'est cet hémisphère-là qui est abîmé, c'est l'autre côté du corps qui posera problème. Ok? Donc tétraplégique, lésion en haut de la moelle. Hémiplégique, lésion plus bas au niveau de la moelle. Ok, pas section complète. Hein. S'il y a une section complète, vous êtes mort, hein, puisque du coup, vous n'avez même plus la viscérosensibilité, viscéromoteur. Il faut quand même que vos viscères fonctionnent. Hein. Donc, si elle est abîmée. Et par contre, si vous avez quelque chose au niveau de l'encéphale, eh bien, ça peut donner, par exemple, des hémiplégies dans ce cas-là. Donc là, maintenant, on va voir les différents éléments de l'encéphale qu'on a déjà vus en bio, mais qui vont être appelés ici parce qu'ils vont aussi nous servir pour le cours d'anatomie oculaire.
Ok? Donc l'encéphale, ça sera dans la prochaine vidéo.